Bonjour à tous, je suis Charlotte Soto et je voulais vous remercier d'être tous présents pour ce webinaire, le premier webinaire de l'association À deux pas de vous sur le thème de la résilience en période de crise Covid-19. Bonsoir aussi à ceux qui n'ont pas pu être là pour ce jeudi 11 mars et qui regardent ce webinaire en replay. Donc, normalement, vous avez dû recevoir notre premier e-book par mail. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez nous le dire dans l'espace discussion de ce webinaire. Et à l'issue du webinaire, on vous l'enverra si vous nous mettez votre adresse mail. Donc, afin d'en apprendre davantage sur ce thème, nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir 4 intervenants d'exception. Donc, tout d'abord, nous avons Magali Maurice qui interviendra dans la première partie de ce webinaire pour le thème de l'impact psychologique. Par la suite, nous aurons l'intervention d'Alexandre Duran, qui interviendra sur la partie créativité. Pour la troisième partie, nous aurons M. Pierre Alzingre, qui va nous rejoindre d'ici peu. Et enfin, pour la partie Retex, la partie retour d'expérience, qui est la dernière intervention, nous aurons Mme Bénédicte Tafo, qui nous a fait le plaisir de répondre présent pour cette intervention. Si, comme vous l'a dit Matar, à l'issue de ce webinaire, vous avez des questions, il y aura un temps de questions-réponses à la fin des 4 thématiques abordées. Et donc, vous pouvez poser les questions tout au long du webinaire dans l'espace Q et R. Peut-être préciser à qui s'adresse cette question, si elle est destinée à une personne en particulier, ou alors à poser la question directement si c'est une question d'ordre général. Et donc, pendant cette période d'échange, à la fin des interventions, nous y répondrons avec plaisir. Je vais laisser la parole à Lucas Arini, qui va vous en dire un petit peu plus au sujet de l'association. Allez, d'accord, ça marche. Merci Charlotte pour le passage de parole. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup encore une fois de participer, comme Charlotte vous l'a bien dit juste avant. Pour commencer, je voudrais vous dire quelques mots concernant notre association qui nous tient à cœur. Notre association qui se nomme À deux pas de vous a été créée par les étudiants du Master 2 accompagnement entrepreneurial de Montpellier Management, dont nous faisons tous partie, dans l'objectif unique de soutenir les entrepreneurs impactés par la crise de la Covid-19. Concrètement, en fait, au fur et à mesure des évolutions de la situation sanitaire que nous vivons tous depuis un bon moment maintenant, et au vu de ce que ressentaient les entrepreneurs français, avec mes camarades de promo, on s'est collectivement mobilisés, ça nous tenait vraiment à cœur pour agir à notre échelle. Alors, en tant que futur diplômé de l'accompagnement entrepreneurial, nous avons pensé que tout simplement, nous étions légitimes plus que jamais pour ne pas rester les bras croisés dans cette période, étant étudiant. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'au nom de tous mes camarades et après de nombreuses semaines de travail, vous pouvez nous voir mener en parallèle de nos cours et de nos alternances respectives. Je peux dire que nous sommes très fiers collectivement d'organiser ce webinaire en guise de première action. Alors, pour certains, ça peut paraître pas grand-chose, mais pour nous, c'est un grand pas. Je souhaite donc remercier très sincèrement, avant toute chose, nos directeurs de master, Sylvie Samut et Karim Messegem, ainsi que nos différents professeurs au sein de notre formation que nous avons eu pendant toute l'année, avec qui nous avons réellement co-construit en fait cette association et ce projet tout simplement. Mes remerciements, bien évidemment, s'adressent également à MoMA et l'Université de Montpellier, et bien évidemment aux intervenants de ce soir qui ont eu la gentillesse de participer, et vous ne serez pas déçus, j'en suis sûr. Et enfin, pour finir, j'en profite parce qu'on n'a pas eu l'habitude de se le dire souvent, mais pourtant on devrait, notamment dans cette période assez délicate en tant qu'étudiant. Je veux dire un grand merci à tous mes camarades pour tout le travail accompli depuis de nombreuses semaines. Voilà, j'en ai fini pour ma prise de parole. Je vous souhaite à tous un bon webinaire et encore merci de votre participation. Je te redonne la parole, Charlotte. Super, donc dès à présent, nous allons rentrer dans le vif du sujet, donc avec la première thématique, l'impact psychologique, et je vais laisser la parole à Mélanie. Merci. Alors, parce que vous, entrepreneurs, êtes au cœur de votre projet, il nous semblait nécessaire de commencer par aborder les dimensions psychologiques de l'entrepreneuriat et plus précisément en temps de crise. Bien souvent, vous avez tendance à vous oublier alors que votre rapport à vous-même est l'essence même, voire la clé de votre capacité à vous réinventer et à sortir la tête de l'eau un petit peu. Magali Maurice en a fait son fer de lance et va vous donner des pistes pour apprendre à vous écouter et à vous recentrer sur l'essentiel et donc à rebondir. Alors, bonjour, c'est moi.
Donc, à quel titre j'interviens? Je vais me présenter brièvement, hein, parce que l'objectif, c'est pas de parler de soi. Simplement, j'interviens à MoMA. Je suis une professionnelle aussi, alors qui a aussi son entreprise, donc qui a vécu la période Covid comme une porte qu'on nous claque dans le visage également. Et puis, je suis intervenue longtemps auprès de chefs d'entreprise, de TPE et de PME sur un accompagnement à tout ce qui était gestion, recrutement. Donc, c'est un petit peu à ce titre-là. Alors, sur l'impact psychologique, en fait, j'ai décidé de ne pas faire de PowerPoint, on n'est pas à un cours. Sur l'impact psychologique, je dirais, je pense que c'est vous qui le vivez, tous. Vous êtes vraiment au cœur de ce qui se passe. Et j'ai préféré, alors je m'excuse, ça devient flou, il y a peu de lumière, j'ai préféré en fait aborder la notion de résilience, parce qu'en fait, on l'entend à la radio, à toutes les sauces, cette notion de résilience, c'est un peu un mot valise, et on y fourre des tas de choses. Et je dirais que la crise Covid, c'est vraiment, ça a été un choc, d'abord, une forme de crash test, et qui a révélé, enfin, sur les organisations des entreprises, alors quelle que soit la taille des entreprises, ça a obligé les organisations, toutes petites et plus grandes, à tenir financièrement, bien évidemment, à essayer de continuer une activité. Et je dirais, cette résilience, on la voit souvent comme une capacité de résistance, en fait, face à une situation qui est dominée, en fait, par 3 grands éléments. Le premier élément, c'est l'incertitude, en fait. Mais est-ce qu'on va rouvrir? Quand? Dans quelles conditions? C'est aussi un deuxième élément très important, c'est la notion de volatilité. C'est-à-dire qu'on est dans une crise où il y a des changements incessants. On nous dit quelque chose et puis tout peut changer une semaine, 15 jours après. Donc, comment prendre des décisions dans cet environnement-là, bien évidemment. Et puis, je dirais aussi, ce qui domine cette situation-là, c'est aussi l'inquiétude pour soi-même, bien sûr. On n'a pas envie de tomber malade parce qu'on ne sait pas les conséquences. Ça peut passer comme une lettre à la poste, comme ça peut être compliqué, physiquement et psychologiquement parlant, pour soi et pour les siens. Et je dirais, on a un petit peu le sentiment dans ce que l'on vit, parce que c'est quand même la crise Covid, entre guillemets, d'être victime d'une chose dont on n'est absolument pas à l'origine et on a une forme d'un sentiment d'injustice. Je dirais, ce qui est compliqué, c'est que la crise dure. Ce n'est plus de maintenir la tête hors de l'eau, comme ça a été dit précédemment par Mélanie, me semble-t-il. C'est plus simplement d'être résistant qu'il faut faire, c'est-à-dire simplement essayer d'éviter que l'eau rentre par tous les bouts du bateau. Mais c'est bien développer de la résilience. Alors, c'est 3 choses, développer de la résilience. Je dirais, c'est de la robustesse, c'est-à-dire arriver à tenir pour ne pas s'effondrer. C'est de l'agilité, c'est-à-dire développer une capacité à se reconfigurer. Quand je dis se reconfigurer, c'est-à-dire il faut désapprendre ce que l'on faisait pour apprendre à faire d'autres choses. Et c'est ça ce que j'appelle de l'agilité. Et puis, c'est avoir une forme de rebond. C'est-à-dire, il va falloir activer de nouvelles potentialités qu'on ne savait pas qu'on avait, peut-être. Mais la problématique, c'est que cette notion de résilience appliquée aux organisations, on le voit bien, mais aux individus, il y a une approche un peu plus psychologique, et c'est vrai que quand on est, par exemple, commerçant, seul aux commandes, dans son magasin, je dirais, l'approche psychologique de la résilience, pour nous, on y travaille, je vous développerai certains éléments tout à l'heure, c'est vraiment faire appel à la courbe du deuil. C'est-à-dire qu'on a toujours un premier temps qui va être le déni, mais c'est pas vrai, ils vont pas nous fermer, c'est pas possible, ça va pas arriver. Donc il y a une forme parfois de sidération à un instant T, on n'y croit pas. C'est pas possible que ça arrive dans ces temps-là. Enfin, moi, je me rappelle quand j'ai entendu ça, je pensais un petit peu comme le nuage de Tchernobyl que ça allait s'arrêter à la frontière italienne. Mais non, c'est arrivé en France aussi, puis c'est mondial maintenant. Ensuite, derrière cette crise et qui impacte fortement l'activité, il y a une forme de colère, c'est trop injuste, enfin, on n'a rien fait pour avoir ça. Et puis, dans cette phase de deuil, où effectivement, ça démarre à un moment donné, on n'y croit pas, on est en pétard, on va dire ça comme ça,
on se dit on va peut-être pouvoir négocier. Est-ce qu'on ne pourrait pas ouvrir un petit peu quand même, parce que on a besoin de continuer notre activité, faut qu'on mange, et puis on ne peut pas rester à rien faire. Et puis, dans cette courbe du deuil qui est descendante, il y a vraiment la phase d'abattement. Une phase d'abattement où c'est la phase la plus passive qui est vraiment dominée en fait par des émotions de tristesse en fait. Cette phase-là, je dirais, c'est la phase entre guillemets du fond du gouffre. Cette phase-là, quand on est seul, c'est difficile d'en sortir et d'arriver à repartir et à rebondir, comme on dit. Et puis, il y a une phase derrière, quand on commence à remonter, qui est une phase d'accommodation. On fait avec. Et puis, je vais dire une phase d'intégration. On fait plus que faire avec, c'est-à-dire qu'on a intégré cet élément-là et on a pu développer de nouvelles choses pour continuer d'avancer. Et je dirais, le moment où on va pouvoir remonter un petit peu en termes d'énergie, qu'est-ce qui va nous faire remonter? Cette phase de bifurcation, en fait, si on reste seul à ressasser, si on n'a pas trouvé le ressort intérieur, on ne va pas y arriver. Pour moi, ce qui me semble essentiel dans la résilience, surtout quand on est entrepreneur et qu'on est seul, c'est de trouver ce que l'on appelle des tuteurs de résilience. C'est une notion, en fait, qui a été développée aux États-Unis. C'est la notion de toxic handler. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Un toxic handler, en gros, c'est un attrapeur de souffrance. Et en fait, ces tuteurs de résilience, c'est une phase qui va vous faire bifurquer à un moment donné. Et ces personnes-là vont vous aider à bifurquer pour remonter. On a tous besoin de trouver à un instant T un tuteur de résilience. Alors, ça peut être un film, ça peut être un livre, mais ça peut être une personne. Et en fait, on travaille avec Gilles Tenot, qui a monté une association sur la résilience organisationnelle. Ces toxic handlers, ces tuteurs de résilience, il y en a de 3 types. En fait, ce sont des personnes au sein d'un collectif qui s'activent pour que les choses bougent. Et quand soi-même on est au fond du tronc, c'est pas mal d'avoir des personnes qui font ça. Alors, il y en a de 3 types. Le premier type, c'est l'apporteur de confiance. C'est la personne qui va vous dire, mais attends, tu as vécu des choses tout aussi compliquées, alors peut-être pas sur le même registre, et tu en es sorti. Ils vont vous redonner de la confiance. Le deuxième type de toxic handler, ce sont les éponges empathiques. Ce sont les gens, et vous en avez dans votre entourage, même personnel, où vous savez que si vous allez leur parler de vos problématiques, de vos soucis, de votre mal-être, quel que soit l'élément dont vous leur parlez, il va y avoir une oreille attentive. Et cette oreille attentive, on en a aussi besoin, parce que souvent, je dirais, les chefs d'entreprise ont l'image, je suis chef d'entreprise, je suis aux manettes, je suis le moteur, donc je ne peux pas me plaindre. Je serre les dents et j'avance. Je ne dois pas donner l'image de quelqu'un qui vit des difficultés. Ça va faire 1 an maintenant. Si vous restez seul et dans le silence, ça va être difficile de rebondir à un moment donné. Et puis, je dirais, il y a le troisième personne, c'est ceux qu'on appelle les guérisseurs. C'est quelqu'un qui a de l'empathie et qui rayonne. Donc, il a la capacité d'écoute, mais aussi la capacité à vous insuffler de l'énergie. Et je dirais, quand on arrive à évacuer avec cette personne-là et à repartir avec un peu les batteries un peu rechargées. Alors, pour moi, en conclusion, je ne veux pas essayer d'être trop longue, mais la résilience, on en parle beaucoup dans les médias et c'est comme si on avait un ressort interne soi-même, on l'a ou on ne l'a pas. Je crois que la résilience, c'est quelque chose qui se développe, mais qui ne peut pas se développer seul entre ces 4 murs et dans le silence. Et j'ai relevé une phrase dite par monsieur Torres, Olivier Torres, qui travaille sur tout ce qui est RPS auprès des chefs d'entreprise, et il a dit « Rester à la maison et voir son entreprise brûler atteint la santé mentale ». Et le fait que la crise dure, pour moi, vous ne pouvez avancer et développer une capacité d'agilité, de rebond, si vous ne restez pas seul. Et je dirais, même si vous avez une entreprise qui vous appartient, vous êtes dans un écosystème. Un écosystème où vous avez des partenaires, vous avez aussi des réseaux professionnels, vous avez des clients, vous avez tout un environnement privé aussi, bien évidemment. Et je dirais,
pour développer votre résilience, ne pas rester seul. Alors, je dirais la résilience, c'est vraiment une notion de trajectoire, ce n'est pas un état. C'est-à-dire que l'action va appeler l'action. Le pire, c'est vraiment l'inaction. Quand on ne sait pas, hein, je vous ai parlé tout à l'heure d'incertitude, de volatilité et d'inquiétude. Rester replié, l'inaction dans sa cabane ne vous aidera pas à développer une agilité et à pouvoir rebondir. Donc moi, je dirais, pour les entrepreneurs qui ne font pas partie d'un collectif avec des salariés, il ne faut pas rester seul pour arriver à rebondir. Moi, je ne vais pas vous donner des conseils, parce que d'abord, il faudrait un échange. C'est simplement le seul conseil que je vous donnerais pour développer votre agilité, pour penser peut-être autrement, vous réapproprier une autre façon de voir, ben c'est dans les chances que vous y arriverez. Et donc, pour moi, cette notion de résilience, elle se fait en prenant appui sur un collectif. Et à un moment donné, on peut avoir besoin de tuteurs de résilience, mais être le tuteur d'autres personnes. Et c'est ça qui pourra peut-être vous aider à avancer et à rebondir. Voilà, je ne voulais pas aller plus loin. J'espère que ça vous a intéressé, cette notion de tuteur de résilience et de toxic handler. Donc surtout, ne restez pas seul, rentrez dans des réseaux, faites-vous aider et osez dire ce que vous vivez pour que dans l'échange, vous puissiez trouver des solutions, même si elles ne sont que ponctuelles. Une solution peut vous amener à voir autre chose et à continuer d'avancer pour sauver, pour faire vivre vos entreprises, mais aussi pour ne pas rester dans un état d'immobilité qui va vous ronger de l'intérieur. Voilà. Je laisse la parole à la personne qui a introduit la personne suivante. On vous remercie beaucoup, Madame Maurice. C'était très intéressant. J'espère également que ça a plu à tout le monde, mais honnêtement, je n'en doute pas. Et maintenant, je vais laisser la parole à Matar qui va introduire la thématique suivante. C'est ça. Merci beaucoup, Madame Maurice. Passons maintenant du coup à la deuxième partie. Alors, les deux secrets d'un succès sont la qualité et la créativité. Tels étaient les mots du coup de Paul Bocuse avant sa disparition, le regretté Paul Bocuse. Ce serial entrepreneur était animé finalement par l'envie de sortir les cuisiniers de leur cuisine en les amenant à cultiver une capacité à vendre, à se vendre et à être un bon chef d'entreprise. La recette finalement, à son sens de la réussite, reposait finalement sur la capacité de cette dernière à inventer et à se réinventer. Je remercie Alexandre Duran d'être avec nous aujourd'hui, de manière à pouvoir nous mettre en lumière un peu les mécanismes activés afin d'être un entrepreneur dit créatif et agile. Alexandre, je te laisse la parole, je te laisse te présenter. Merci Matar, merci pour cette belle introduction en effet sur la créativité, sur le fait à chaque fois donc de vouloir agir, réagir. Donc pour rappel, je m'appelle Alexandre Duran, je suis un des associés d'une agence qui s'appelle Gravity Innovation et nous accompagnons donc des entrepreneurs, des PME, des TPE justement à se réinventer et à développer donc de nouvelles activités notamment pendant cette crise. Ce que j'ai pu retenir sur l'intervention de Magali, c'est en effet sur cette notion de résilience qui va être présente tout au long de ce webinaire. Finalement, l'association À deux pas de vous, vous êtes vous-même tuteur de résilience et ça va permettre peut-être pour les entrepreneurs qui nous écoutent de pouvoir se sentir entourés et de pouvoir rebondir. Ce qui est très lié aussi avec la notion de créativité, c'est cette notion d'agilité nécessaire à la résilience pour pouvoir préparer le rebond. Et cette agilité, on va la trouver à la fois dans les notions d'innovation et dans les notions de créativité. Parce que quand on pense innovation, quand on pense agilité, parfois on a tout de suite des résultats en tête, que ce soit de l'innovation d'usage, que ce soit des innovations technologiques. On entend beaucoup de la transformation numérique, passer du commerce à l'e-commerce pour pouvoir s'en sortir pendant la crise sanitaire. C'est des choses qu'on entend énormément. En fait, moi, j'aimerais revenir un petit peu en amont de toutes ces solutions parce que quand on parle entrepreneuriat,
un entrepreneur développe une solution, mais cette solution répond à un besoin. Donc, systématiquement, nous, on va essayer de revenir en amont. Et par rapport à l'innovation, ce que je souhaiterais dire, c'est qu'avant d'être une technologie, un nouvel usage, un pivot pour une entreprise, c'est-à-dire quand on développe, quand on fait un petit pas de côté par rapport à son activité et la manière dont on la faisait, l'innovation, c'est une démarche. C'est tout simplement un état d'esprit. C'est à un moment donné, par rapport à une situation donnée, de se dire, bon, je vais analyser cette situation, la comprendre pour pouvoir m'y adapter et être dans l'action, dans la réaction de ce qui peut, de ce qui peut arriver. Donc, avant de parler de créativité, je voulais vraiment mettre en avant ce volet autour de l'innovation, et que ce soit pour la créativité qui n'est qu'un outil de l'innovation, un outil de l'agilité, un outil du renouveau. La phase la plus importante pour les entrepreneurs, et on l'a un peu retrouvé, je trouve, dans les différentes phases qu'a pu présenter Nathalie sur le volet psychologique, Magali sur le volet psychologique, c'est à un moment donné de passer dans cet état d'esprit de l'innovation et de se dire, j'ai fait mon deuil, il est temps maintenant de rentrer dans l'action, et peut-être qu'un tuteur de résilience tel que À deux pas de vous pourrait aider à enclencher cet état d'esprit. Par rapport à la créativité, il y a énormément d'idées reçues autour de la créativité. On a souvent l'image d'un créatif, on a tous l'image du créatif en tête, et souvent on entend il y a des personnes qui sont créatives et d'autres personnes qui ne sont pas créatives parce qu'elles sont plus pragmatiques ou ce genre de choses. Mais la créativité, pour exister, a besoin d'un cadre. Plus on a un cadre bien défini, plus on a des contraintes bien définies, plus on va pouvoir être performant dans la créativité, parce que la créativité, c'est entre guillemets l'art, c'est l'outil de assembler différents éléments pour pouvoir répondre à un besoin donné. Mais plus on a de contraintes, plus on va pouvoir être précis dans ce qu'on va créer, et plus la créativité va trouver son intérêt. J'ai envie de vous dire qu'on a la chance, entre guillemets, dans cette période sanitaire très compliquée qui dure et qui dure et qui dure, d'avoir énormément de contraintes. On l'a entendu tout à l'heure, aujourd'hui, des entrepreneurs qui, depuis des années, et nous, on en croise aussi, qui, depuis des années, développaient leur entreprise, proposaient leurs services, répondaient à un besoin d'une manière depuis des années, ils ont dû, du jour au lendemain, arrêter parce que, d'un coup, on les a obligés à fermer. Et on ne cesse tout le temps, on parlait d'incertitude tout à l'heure, on ne cesse de repousser et de repousser et de repousser la réouverture, ce qui fait que finalement, c'est très difficile de se positionner par rapport à ça. La créativité, ça peut être un outil, ça peut être un moyen. À partir du moment où on s'est mis en tête qu'on voulait rebondir et qu'on était du coup dans cette action et dans cette réaction, la créativité va pouvoir permettre de se réinventer et de potentiellement, en revenant un peu à la base de son concept, à la base de sa réponse, à la base de sa solution, peut-être de laisser de côté et de faire, entre guillemets, le deuil de la forme qu'avait sa réponse aux besoins traditionnels pour pouvoir y répondre de manière différente. C'est ce qu'on peut voir de manière très classique sur les restaurateurs qui ont fermé et qui sont passés sur du 100% livraison, ou qui sont passés sur du format traiteur, ou qui sont passés sur des choses comme ça. C'est ce qu'on voit aussi de manière aussi très matérialisée quand on parle de commerce, ou quand on parle de e-commerce, ou quand on parle de click and collect. Tout ça, ce sont des outils. Ce que je veux dire par rapport à cette créativité, et ce sera le point principal de mon propos, c'est que pour pouvoir enclencher ces outils-là, comme je le disais, qui sont finalement des outils d'assemblage, donc de comprendre mon environnement, de comprendre mes différentes contraintes pour pouvoir m'adapter, il faut d'abord faire ce travail d'identification de nouveaux paradigmes, entre guillemets. Aujourd'hui, la crise sanitaire a complètement transformé la manière de faire et l'environnement, la manière de consommer des gens, la manière de tout simplement de réagir. On peut avoir des clients historiques qui, aujourd'hui, ont des habitudes de consommation qui ont complètement été bouleversées avec la crise sanitaire. Cette méthode, en fait, d'analyse empathique de ma clientèle et de mon public cible et de mon besoin, c'est ce qu'on appelle la méthode du persona. C'est ce dont on avait parlé un petit peu sur les réseaux sociaux avant ce webinaire. Et je voulais faire juste, étant donné qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps, et ce sera avec grand plaisir de pouvoir échanger un peu plus au Carpaca sur du question-réponse, je voulais faire un petit focus sur cette méthode du persona, qui finalement est une méthode très connue en marketing, qu'on utilise beaucoup quand on développe un projet, quand on est au tout début dans les prémices d'un projet, qui consiste
à non pas faire une étude qualitative ou quantitative de son public cible, mais par rapport à son public cible, de faire une étude empathique, de faire une étude de ses modes de consommation et de faire en fait une mise à jour de sa manière de se positionner par rapport à un service ou par rapport à un besoin. Et en fait, quand on repasse sur ce travail de mise à jour, qui est un travail plutôt peu instinctif quand on a une entreprise, quand on a une PME, une TPE qui fonctionne depuis un moment, et ben, quand on refait ce travail de mise à jour, c'est ce qui va nous permettre de faire, de réouvrir la porte de la créativité et de potentiellement, grâce à un maximum de contraintes, pouvoir remodeler son activité et ressortir quelles étaient nos compétences fortes et quelle était notre plus-value forte. Peut-être que, en fait, je vais réutiliser le domaine de la cuisine parce que Mathar, tu m'as introduit en parlant de Paul Bocuse. Un restaurant, oui, c'est un lieu, oui, c'est un moment, c'est un lieu physique dans lequel je vais pouvoir venir avec des personnes, m'asseoir en terrasse et déguster des plats et ce genre de choses. Mais un restaurant, c'est de la convivialité. Un restaurant, c'est de la proximité. Un restaurant, c'est de la découverte parce que je vais découvrir soit des plats, soit des recettes, soit des manières de manger différentes. Un restaurant, c'est une ouverture sur une culture et c'est des recettes, c'est du bon produit, c'est ce genre de choses. Et ben, on se rend compte que la forme que prend un restaurant, qui est en fait une forme physique, je me déplace, je vais d'un point A à un point B pour m'asseoir et manger en terrasse, et ben, cette forme-là, on peut se sortir de cette contrainte, entre guillemets, et passer sur donc de la livraison, ce genre de choses. Et ben, dites-vous que je ne sais pas malheureusement les profils des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui sont présents sur ce webinaire, mais ce qui peut paraître du coup assez, on va dire, évident sur la partie restauration, et ben, avec un peu de réflexion et avec justement ce travail-là de mise à jour, peut paraître au fur et à mesure tout aussi évident sur n'importe quel domaine d'activité. Ce serait peut-être intéressant dans les questions-réponses que certains puissent nous donner voilà, des domaines d'activité et qu'on puisse voir comment on peut imaginer une version agile, une version Covid-compatible, entre guillemets, de ces activités, parce qu'aujourd'hui, je suis certain que sur n'importe quel TPE-PME, il y a une solution Covid-compatible pour pouvoir continuer en fait à exercer, continuer à vivre, à faire vivre aussi son entreprise et à éviter le côté abattement psychologique qui est une évidence quand ça fait 6, 9, 10 mois que ça ne tourne pas et qu'on ne sait toujours pas quand est-ce que ça va pouvoir recommencer. Donc voilà, en fait, moi, pour mon intervention, je voulais axer là-dessus et surtout faire un appel à l'échange lors des questions-réponses pour qu'on puisse mettre une dose de créativité tous ensemble. Merci beaucoup, Alexandre. Avec plaisir. Alors, on a un petit changement de programme de dernière minute. Monsieur Pierre Alzingre, qui devait intervenir dans la thématique suivante, a un petit peu de retard. Donc, on aura son intervention, pas de problème. Mais elle interviendra en dernière partie. Donc, si vous le voulez bien, on va passer de suite à la partie retour d'expérience. Charlotte, si je peux vous couper, Pierre Alzingre est là. Hein. Il vient d'arriver à l'instant. Ah, super. Ah, ben voilà. Ah, je suis désolé, Il vient d'arriver à l'instant. Arrière-plan, attendez, je vais mettre autre chose. Voilà, je vais mettre un plan comme ça. Non, rien du tout. Allez, hop. Bonsoir, merci beaucoup d'être. Bonsoir. Désolé, j'étais avec un très gros client, très bavard. Pas de souci, Pierre, merci beaucoup. Et donc, voilà. Du coup, je vais rebondir. Au final, le changement ne se fera pas. On va pouvoir dérouler le webinaire comme c'était convenu. Donc, on va commencer du coup cette deuxième partie du webinaire, puisqu'on va entamer du coup la troisième partie qui concerne donc, le rebond entrepreneurial. Donc, dans la culture un peu française, l'échec en fait est perçu comme quelque chose de négatif et on a tendance du coup à ne pas valoriser les échecs, alors que c'est dans cet échec qu'on apprend les meilleures leçons qu'on puisse avoir, que ce soit dans la vie et également du coup dans notre aventure entrepreneuriale. L'entrepreneur doit essayer et doit pouvoir continuer d'essayer pour pouvoir justement continuer dans cette aventure entrepreneuriale, et le rebond est cet aspect de l'entrepreneur qui, justement, ces temps de crise est essentiel à développer et à discuter en tout cas autour de cet aspect pour pouvoir le faire connaître et que les entrepreneurs puissent l'exploiter au maximum. Donc, Pierre,
Je t'invite du coup à détailler plus en détail cet aspect du rebond entrepreneurial et je te laisse la parole. Merci beaucoup. Déjà bravo pour votre démarche. C'est absolument génial. Voilà, j'aurais pas fait ça à votre âge, donc je trouve ça vraiment top. D'accord. Parler du rebond, je pense que c'est vraiment une bonne chose. Le rebond en France, je ne sais pas comment il est vécu. Il est très bien vécu dans les pays étrangers, notamment anglo-saxons. C'est-à-dire que celui qui n'a pas chuté, il n'est pas forcément apprécié à la même valeur que celui qui a chuté et rebondi. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a un postulat de base. On ne naît pas entrepreneur, mais on peut le devenir en essayant. Donc, avant de devenir entrepreneur, allez échouer ailleurs et prenez des baffes ailleurs, c'est-à-dire allez échouer sur les autres et chez les autres. Comme ça, le jour où vous allez échouer pour vous, ça vous fera peut-être un peu moins mal. Voilà, vous aurez acquis déjà des premiers réflexes. On va parler du rebond en général, peut-être du rebond général, puis du rebond Covid aussi, peut-être, non? Si ça vous intéresse, très rapidement. Voilà, voilà, ça c'est déjà, parce que quand j'entends les grands discours, vous êtes étudiant, créez votre boîte, moi je vois créer étudiant, créez votre boîte et faites partie des 99% des étudiants qui vont échouer. Alors je ne vous dis pas de ne pas créer votre boîte, pas du tout, mais je vous dis vraiment, tapez le sol avant de rebondir. Taper le sol, ça peut faire de gros dégâts personnels, familiales, professionnels. Et pour cela, il faut être bien costaud. Il faut être bien costaud et il faut savoir peut-être bien se connaître. Ce n'est pas grave un échec. Moi, j'ai toujours considéré qu'à la fin d'une journée, j'avais fait énormément d'échecs et que le matin, les compteurs étaient remis à zéro. Et c'est vraiment peut-être une bonne mentalité. Et surtout, pensez toujours que les échecs, c'est de votre faute. Notamment dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas une histoire de balayer devant sa porte, c'est simplement de récupérer en soi l'origine d'une faute. C'est-à-dire que grâce à ça, déjà, vous faites confiance toujours a priori aux autres personnes. C'est très important. Il faut être positif dans l'entrepreneuriat et avoir cette bienveillance continue, si possible. Et pour cela, cette confiance a priori, c'est se dire, OK, il y a eu des erreurs, on a échoué, c'est principalement de ma faute. Même si quelquefois ce n'est pas le cas, mais au moins prenez-le sur vous, comme ça, vous, le matin, quand vous levez, vous remettez les compteurs à zéro et vous reprenez une journée. J'ai fait ça pendant 20 ans dans la grande distribution, à différents postes, et ça s'est toujours bien passé. Je peux vous le garantir que dans la distribution, les rebonds, on sait ce que c'est, les gamelles, et encore plus dans l'entrepreneuriat, surtout quand c'est votre propre argent. Alors, le rebond, j'ai été chercher la définition du rebond, là, à l'instant, sur Wikipédia, et qui dit « taper et être propulsé ». Alors, je trouve ça plutôt pas mal. Maintenant, taper, c'est une chose, mais rebondir et être propulsé, moi, je voudrais bien savoir où, et je fais confiance à Sénèque pour cela. Et Sénèque, ce bon philosophe qui nous disait « il n'y a pas de vent porteur pour celui qui ne sait pas où il va ». Donc, le meilleur rebond, c'est plutôt le rebond défensif, si vous voulez, en tant qu'ancien basketteur, ou plutôt défensif ou offensif. Mais pour cela, avez-vous défini une direction? Avez-vous quelque part une vocation? Est-ce que dans votre entreprise, ou les entreprises aujourd'hui qui rebondissent post-Covid, est-ce que ce n'est pas le moment de se questionner sur le sens que l'on donne à son action? Et aujourd'hui, on travaille dans ce sens-là. Vous voyez, on fait beaucoup de programmes entrepreneuriaux dans lesquels, en permanence, on essaye toujours de travailler sur la mission personnelle d'un entrepreneur et la mission également de son entreprise. On ne va pas aller dans la raison d'être, ça y est, c'est l'univers du bullshit qui est arrivé dans la raison d'être. Tout le monde veut avoir sa raison d'être. Même le vendeur de pizza et de kebab demain voudront avoir leur raison d'être, alors qu'ils peuvent être simplement d'excellents vendeurs de pizza sans avoir de vision stratégique pour cela. En tout cas, le rebond marche beaucoup mieux quand vous avez une motivation profonde qui vous donne une direction à suivre. Et pour cela, il y a peut-être aussi quatre indicateurs clés ou 4 façons d'imaginer son rebond et à travers 4 questions que l'on peut se poser. La première question, c'est: êtes-vous engagé? Personnellement, j'attends de vous, les jeunes, que vous soyez beaucoup plus engagés que ce que j'étais à votre âge. Juste pour une chose, c'est que si vous n'êtes pas engagé, la planète est foutue. On vous laisse une planète en héritage qui est assez dégueulasse, d'accord? Sauf que d'habitude, un héritage dégueulasse, vous êtes en capacité de le refuser.
À part si vous êtes un copain à Musk et que vous allez habiter sur Mars avec lui, je ne sais pas si aujourd'hui vous pourrez quitter la planète qu'on vous laisse dans un certain état. Donc, c'est à vous de vous engager pour changer la planète ou la réparer. Et il y a une question principale, moi, que je pose souvent aux entrepreneurs, comme ce matin, un nouvel entrepreneur que nous accompagnons, avec un petit programme qui s'appelle Story. Vous voyez, on leur fait révéler leur histoire passée, présente et future. Et je lui pose toujours la question, au bout de, je laisse quand même 10 minutes avant de rentrer dans l'art, c'est de lui dire, c'est si Noé demain reconstruit son arche, est-ce qu'il vous invitera à bord? Cette question-là, vous pouvez vous la poser. Alors, si vous étiez un couple d'animaux, vous auriez automatiquement votre place. Maintenant, on considère que Noé, il va sauver aussi tous ceux qui sont utiles à la planète. Il a sauvé des animaux parce qu'ils étaient utiles pour la reproduction, la biodiversité, les écosystèmes, etc. Et vous, demain, en tant qu'entrepreneur, est-ce que Noé va vous sauver? Voilà. Ça, c'est une question très importante qu'il faut se poser. La deuxième question, c'est quel est le talent? Quelle est la compétence forte? Qu'est-ce que vous faites avec plaisir et avec facilité qui va faire que vous allez réussir la mission pour laquelle Noé va vous prendre sur cette arche? Et ça, un entrepreneur aujourd'hui, notamment les jeunes entrepreneurs et notamment vous les étudiants, c'est vraiment la question principale que vous devez vous poser. Quand vous créez une entreprise, vous êtes toujours, je pourrais vous faire un petit dessin là-dessus, si je peux partager mon écran ou un tableau blanc. Tiens, voilà. Je vais vous montrer un peu ce qui se passe quand vous créez une entreprise. Vous créez une entreprise toujours avec des compétences plus et des compétences moins, avec des passions plus et des passions moins. Ma compétence plus, c'est créer. Voilà, c'est mes clients qui me disent, ce que j'aime, c'est créer, c'est même plutôt associer. Vous voyez, je suis un associant. Et ma passion, c'est aider et servir les gens. Donc, quand j'ai créé ma boîte, j'étais ici, à bloc, compétence plus, passion plus. Et puis après, j'ai recruté. À la fin, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans un domaine dans lequel il faut manager, organiser, gérer, compter. J'ai 0 compétence et 0 passion. Résultat, vous plantez votre boîte. C'est comme ça qu'on arrive à rebondir. C'est quand on commence à se planter. Et le plantus, le planton, ou ce que vous voulez, l'échec, il arrive parce que vous êtes éloigné de la zone où vous créez de la valeur. La zone où vous créez de la valeur, c'est quand vous êtes dans votre compétence et dans votre passion. Donc ça, c'est très important qu'un entrepreneur, mais même un entrepreneur vieux, comme ce matin, enfin, je ne vais pas dire son nom, son âge, mais il est assez âgé, il ne s'est jamais posé cette question-là. Et puis quand vous lui dites, mais donc finalement, vous me dites qu'à la fin de la journée, sur 15 heures de travail, il y a 1 heure où vous avez pris votre pied. Et là, il y a peut-être une question à se poser. Il est 19h10, j'accélère. La troisième question que je lui pose, c'est avec qui vous allez co-créer, qui a intérêt à votre succès. On en a même fait un petit outil qui s'appelle WeMap à l'agence. Et qui a intérêt à votre succès et qu'est-ce que vous pouvez faire avec eux? Comment vous pouvez co-créer des projets? Comment vous pouvez co-développer des projets? Parce que dans votre rebond, essayez de rebondir sans être trop seul. Et puis le dernier, est-ce que enfin, pour englober tout ça, vous pourriez passer du business model au modèle de business? Un modèle de business, c'est que vous allez faire envie à tout le monde. Un modèle de business, c'est que vous allez faire du bien à la planète et à tout ce qui pousse et tout ce qui vit. Et un modèle de business, c'est un modèle qui va être durable économiquement et écologiquement dans le temps. Donc, si vous voulez rebondir, le mieux, c'est de savoir qui vous êtes, c'est de savoir les compétences et les talents et les passions que vous avez en vous. C'est assez facile. C'est peut-être de faire un travail personnel chez vous. Nous, on travaille avec des coachs aujourd'hui, avec des coachs certifiés sur différentes méthodes pour aller très, très loin dans la connaissance personnelle et le développement personnel de l'entrepreneur. Voilà. Et enfin, ne marchez plus jamais seul, c'est-à-dire identifier des partenaires pour co-créer avec eux et soyez des modèles dans tout ce que vous faites. Il est 11, j'ai 1 minute de retard. Merci beaucoup, Père, pour votre intervention et c'était très intéressant en tout cas d'aborder avec vous ce thème du rebond. Je vais maintenant laisser Morgane introduire le prochain thème de ce webinaire. Merci beaucoup, Thomas. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Oui. Génial, merci. Alors maintenant, nous allons accueillir notre 4e et dernière intervenante. Merci beaucoup d'ailleurs d'être ici avec nous. On a le plaisir de vous avoir à côté de nous dans ce webinaire, Madame Bénédicte Affo. Alors vous Merci êtes... à vous pour l'invitation. Merci beaucoup. Vous êtes à la fois enseignante, chercheuse et auto-entrepreneuse, mais aussi membre de la chaire légitime entrepreneuriale, si je ne me trompe pas. Vous avez pu mener une recherche sur la gestion de la crise des entrepreneurs
de la crise Covid. Pouvez-vous vous présenter un peu plus dans un premier temps en quelques minutes et aussi nous faire part de vos observations sur cette résilience des entrepreneurs? Merci beaucoup pour cette introduction. Merci. Alors, je suis Bénédicte Afo, je suis enseignante, comme vous l'avez dit, en gestion des entreprises, en gestion stratégique des entreprises, spécialisée en stratégie et gestion des ressources humaines, auto-entrepreneur en freelance depuis peu et surtout chercheur, surtout. Et donc, avec la chaire légitimité entrepreneuriale, en collaboration avec le cabinet Myriagon Conseil, spécialisé en financement de l'innovation, qui est d'ailleurs à Montpellier, on s'est lancé il y a quelques mois le défi de suivre, d'accompagner la gestion de la crise de Covid-19 par les entrepreneurs. Alors maintenant, pour parler de cette période, il faut parler de Covid-1, puisqu'après on a été reconfiné, donc Covid-2. Donc c'était plutôt la première partie de la crise où on était totalement dans l'incertitude, où il y avait beaucoup de questionnements. Maintenant, il y a une certaine, on va dire qu'on s'est un petit peu plus habitué, donc la crise est un peu moins difficilement vécu. Alors nous, on s'est simplement lancé dans une collecte de données. C'est des entretiens qu'on a eu avec des entrepreneurs de différentes entreprises, de différentes tailles, dans différents secteurs d'activité. Alors, on n'avait pas des gens de la restauration, puisqu'on était vraiment à s'intéresser aux entreprises qui ont réussi à s'en sortir, à se réinventer. Alors là, on ne parle pas de rebond, mais on parle plutôt de réinvention. Et un thème qui revient aussi énormément, c'est celui de l'agilité. Donc, les entreprises qui ont réussi à se sortir de cette crise. Alors, pour faire un peu un clin d'œil à M. Alzingre et son rebond, on a plutôt parlé d'expérience de la crise, nous, d'accord, les entrepreneurs qui avaient déjà vécu des crises, parce que cette crise-là, elle est particulière, parce qu'elle est à la fois sanitaire, économique et aussi sociale, mais des crises, il y en a tout le temps depuis les 10 dernières années, et même avant. Donc, l'une des caractéristiques des entrepreneurs d'aujourd'hui, c'est de savoir rapidement s'adapter à ces crises-là. Et Darwin disait déjà à l'époque que les espèces qui survivaient, c'était celles qui savaient s'adapter. Donc, on est parti sur un échantillon d'entrepreneurs qui avaient plus ou moins réussi la crise. On ne peut pas parler de réussite parce qu'il y a quand même eu perte de chiffre d'affaires à chaque fois, mais qui ont su rapidement réagir et rediriger leur activité afin de ne pas couler. Alors, un facteur qui a été très important, qui a été décisif pour nombre de ces entreprises, ça a été le facteur anticipation ou réaction. Il y a certains entrepreneurs qui ont vu venir. Alors, on a créé comme une temporalité où on a mis au centre le discours du président Macron de mars, il y a bientôt 1 an. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, ce discours-là qui disait que les universités devaient fermer, etc. Donc, on demandait aux entrepreneurs où ils en étaient à ce moment-là. Est-ce qu'à ce moment-là, ils avaient déjà commencé à se préparer à ce qui allait venir? Est-ce qu'ils avaient anticipé quelque chose de cette ampleur ou est-ce qu'ils ne savaient pas du tout, ils ont été surpris et qu'ils ont été dans la réaction. Et on s'est rendu compte que celles qui s'en sont vraiment le mieux sorties, c'était déjà celles qui ont eu une petite anticipation, même si ce n'est que d'une semaine, sur la mise en place de certains changements au niveau du fonctionnement, parce qu'il y a eu des changements fonctionnels, mais aussi des changements stratégiques. Et par fonctionnel, je parle de plutôt RH interne, et stratégique, je parle plus des autres parties prenantes et également des clients. Donc, ce côté anticipation-là, je crois que c'est très important dans la gestion de la crise. Et je crois que la résilience, c'est aussi ça. C'est le temps de latence qu'on met à réagir face à un choc exogène. La résilience aussi, et c'est aussi ça l'expérience de la crise, c'est que certaines personnes, face à une situation de crise, justement, en plus, ont une rapidité, si je peux le dire comme ça, de réaction, tandis que beaucoup de personnes, et c'est normal aussi, hein, ont une phase d'un peu de paralysie qui peut être plus ou moins longue et qui empêche de réagir. Donc, ça, c'est l'une des trouvailles, l'une des observations qui ont été très intéressantes dans notre contexte, enfin, dans notre étude. Ensuite, un autre constat que nous avons eu l'occasion de faire, c'est que beaucoup d'entreprises se sont retrouvées à faire du télétravail, à faire du digital finalement, à investir dans du digital, dans la communication digitale, ce qui n'était pas encore le cas, notamment les entreprises de très grande taille, puisque nous avons, comme je vous ai dit, on a des entreprises d'entreprises individuelles à des entreprises de 22 000 salariés dans notre échantillon.
Donc, on a vraiment tout type d'entreprise. Et donc, on a pu vraiment observer tout type de réaction en fonction du degré d'autonomie, de liberté, de flexibilité de l'entreprise et de l'entrepreneur. Donc, la réussite, je dis toujours réussite, mais entre guillemets, de la crise dépend aussi en partie de ce critère-là. Un dernier critère pour moi qui semble aussi important à vous présenter, c'était l'équipe. C'était l'équipe avant la crise. Le management interne avant la crise, les relations avec les parties prenantes, les parties prenantes externes, les fournisseurs, les clients, les investisseurs, les actionnaires avant la crise. Pour ceux qui étaient déjà en difficulté de ce côté-là, ont forcément vécu une très mauvaise crise. Ça semble évident hein, de le dire comme ça, mais c'est pourtant un constat, c'est de se dire que ceux qui avaient des équipes plus ou moins soudées, avaient déjà un fonctionnement en place. Par contre, ceux qui avaient déjà des process très lourds, ça a été très difficile pour eux de mettre en place rapidement des changements parce que justement leurs process sont très lourds, donc ils ont eu cette difficulté-là. Donc on s'est retrouvé avec 4 types de profils d'entreprises. On s'est retrouvé avec des grandes entreprises qui avaient les moyens financiers, parce que ce qui était aussi important dans cette crise, c'est le chiffre d'affaires de l'année qui a précédé la crise, parce que s'ils étaient aussi en difficulté financière en fin 2019, vous vous rendez compte que c'est impossible ensuite, même avec le PGE, de vraiment se rattraper. Donc, l'un des critères aussi, c'était une bonne santé financière à la fin de l'année 2019. Ensuite, donc, pour avoir les moyens d'investir dans les actions de résilience, parce que la résilience, c'est un état, mais après, il faut mettre en place un certain nombre d'actions. Il y a eu ensuite ceux qui avaient des process déjà allégés, donc qui ont eu la facilité de rapidement s'adapter aux mesures gouvernementales, de changer leur manière de fonctionner, de mettre des gens en télétravail, d'adopter des outils auxquels ils ne pensaient pas du tout avant, comme Discord, comme Zoom, comme Teams, pour travailler avec leurs études, avec leurs employés, complètement digitaliser le COMEX, ce qui était complètement impensable pour eux avant. Donc, il y a ceux qui avaient déjà cette facilité-là, qui ont pu le faire. Et il y a d'autres, il y a certaines tailles d'entreprises comme les startups qui ont eu un peu plus de difficultés parce que vous savez comment c'est difficile déjà au quotidien pour une startup parce qu'elle doit non seulement faire du chiffre d'affaires, elle doit rendre les investisseurs heureux, mais elle doit plus en même temps faire sa place sur le marché. Et quand une crise comme celle du Covid vient bouleverser ces startups, si la startup n'est pas déjà dans un secteur, on va revenir sur le côté essentiel, mais ça se discute, cette startup-là est appelée à disparaître. Mais la particularité des startups, c'est qu'elles sont tellement habituées à disrupter, à faire face à des crises, à être agiles, à rebondir, à se réadapter rapidement, que leur taille leur ont permis aussi de tenir. Et puis, on a les PME, certaines PME qui ne se sont pas trouvées trop à mal parce qu'elles avaient déjà les finances qui suffisaient, ils avaient déjà une équipe en place, elles n'étaient pas de trop grosse taille, donc modifier les process, ce n'était pas trop difficile pour eux, qui, eux, de la crise, ont vu des opportunités. Et quand je parle d'opportunités, c'était opportunité de finir des projets auxquels ils pensaient et ils n'avaient pas forcément le temps, mais le fait d'être tout le monde à la maison, ça leur a permis de développer ces projets, créer de nouveaux produits, créer de nouveaux services, ou tout simplement transformer le service ou le produit qu'ils proposaient déjà. Donc, je rejoins un peu Alexandre sur le côté innovation qui leur a permis de sauver les meubles énormément pendant cette période de crise de Covid-19. Alors, on en a reparlé brièvement avec certains en septembre et en octobre, un peu avant le deuxième Covid qui commençait à s'annoncer, et ils semblaient plutôt sereins par rapport à la suite, parce que pour eux, ils savent déjà à quoi ils vont faire face. Donc maintenant, même pour ceux qui n'avaient pas cette expérience de la crise, ils ont maintenant cette expérience de la crise qui fait que maintenant, ils pensent avoir ou trouver les outils, même si c'est très difficile de pouvoir survivre. Voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup, Madame Bénédicte Tafo. Donc maintenant, on va passer aux questions-réponses. Alice, je te laisse la main. Je prends le relais. Mais déjà, merci à chacun des intervenants pour vos discours, pour les éléments que vous avez pu apporter aux participants. Je pense que ça a dû susciter pas mal d'intérêt et de questions par rapport à ce que vous avez dit. Alors, on a eu quelques questions au fur et à mesure du webinaire. Je vais commencer par la première qui a été posée par
par un participant inconnu à destination de Madame Maurice. Donc la question, c'est comment on doit réagir si pendant la crise, notre PME internationale manque d'experts internationaux et si on se retrouve tout seul à avoir la capacité de gérer toutes ces affaires. À qui peut-on s'adresser? Donc, Madame Maurice, je vous laisse répondre. Si vous avez la réponse, on répondra à toutes les questions dans la mesure où c'est possible. Il faut que vous activiez votre micro, Madame Maurice. Merci, j'avais oublié. Oui, si j'ai bien compris la question, c'est j'ai une entreprise qui intervient à l'international et je manque d'experts internationaux et tout reposait sur moi. Comment fais-je pour trouver des intervenants internationaux, c'est ça? Voilà, à qui s'adresser pour pouvoir avoir les conseils adéquats. Alors, moi, je ne connais pas d'experts internationaux et je ne sais pas où en trouver, ou en tout cas où avoir un vivier d'experts internationaux. En plus, je ne sais pas dans quel domaine à un moment donné. Je dirais en tout cas, en cas de solitude professionnelle et on ne trouve pas à écouter, il y a un dispositif qui s'appelle le dispositif APESA qui a été mis en place. C'est une association et c'est une volonté de l'État. APESA, ça veut dire aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë. C'est un numéro de soutien où là, vous pouvez vous exprimer en toute confidentialité et puis deux, on peut vous proposer de vous réorienter dans vos régions là où vous avez. Alors, ce numéro, moi, je peux le donner, mais on le trouve sur Internet, c'est le 0805 65 505 0. Après, je dirais… moi, de mon point de vue, parce que on a aussi pris la crise, on est deux dans l'entreprise où je suis, on s'est retrouvé avec activité zéro, paf, voilà, on avait 3 mois de rempli sur nos plannings et on a eu 0, voilà, bon, comment on fait? Parce qu'il y a des factures et comment on se réinvente. Donc d'abord, on s'est dit, bah, ça ne va pas durer, on a vécu ça. Et en fait, ce qu'on a fait petit à petit, bon, d'abord, on s'est beaucoup documenté, on est passé par les phases dont j'ai parlé tout à l'heure, et on a appelé des collègues qui font un peu le même métier que nous, et on a décidé de monter un petit collectif où, on s'échangeait nos trucs, ce qu'on avait trouvé comme idée intéressante, on s'est mis en veille tous et on s'est rencontrés régulièrement. Zut, l'activité a repris avant le deuxième confinement et en fait, on a gardé ce réseau-là. Voilà. Donc, en fait, on a essayé de monter un réseau, pas trop grand, mais un réseau, on est quoi? On est une quinzaine à tourner et donc on fait des réunions régulièrement, une fois par semaine. C'est un lieu de rencontre, vient qui veut, on n'a pas le temps, on ne vient pas, on n'a pas envie, on ne vient pas. Et on s'échange, on se raconte ce qu'on a fait, nos difficultés, et on peut se donner des idées les uns les autres. Après, pour la réponse spécifique sur les spécialistes internationaux, je ne sais pas. Peut-être s'adresser à la CCI. Enfin, moi, c'est l'un des lieux que je commencerai à aller voir. Pour savoir si eux ne connaissent pas des réseaux justement spécifiques. Ça reste des interlocuteurs à avoir en tête et ils ont beaucoup de réponses. On n'y pense pas souvent, mais c'est vrai que des interlocuteurs qu'il faut solliciter. Il y avait une autre question pour vous, madame. C'est donc votre intervention portait sur l'importance de savoir s'entourer pour faire face aux difficultés de cette période. Si notre environnement familial ou amical ne nous apporte pas le soutien nécessaire, vers qui les entrepreneurs peuvent-ils se tourner? Donc, j'ai répondu partiellement tout à l'heure en donnant ce numéro. Je dirais aussi, je crois, justement sur cette notion de solitude professionnelle quand on est tout seul dans son entreprise, on n'ose pas, mais pourquoi ne pas appeler des gens qui ont le même type d'activité, le même type de magasin, où vous savez qu'ils vivent la même chose et échanger avec eux, parce que c'est vrai, il y a toujours, tout à l'heure on parlait de confiance en présupposé, dans cette période-là, je crois qu'on a envie de s'aider les uns les autres. Et quand on connaît l'activité, quand on connaît les difficultés, alors on n'est peut-être pas exactement dans la même situation, bien évidemment, mais je pense que c'est ça qui peut aider
osons aller voir des gens qui font la même chose, et pas pour faire du benchmarking, comparer, voilà, mais tout simplement pour savoir un petit peu comment tu t'y es pris, à partir de quel moment, qu'est-ce que tu as pu mettre en place, et se connaître et monter un réseau de pairs, PAIRS, quoi. Et c'est peut-être... voilà, peut-être que les CCI ont ça aussi en place. Il y a peut-être aussi des pépinières d'entreprises qui peuvent peut-être vous donner des informations ou vous adresser. Bon, je sais qu'il y a des, en fonction du secteur d'activité, hein, il y a des gens qu'on peut contacter où ça réseaute. Il y a le centre des jeunes dirigeants, il y a plein d'endroits comme ça où vous avez des gens qui réseautent. Il faut rentrer dans un réseau. Il y a plusieurs portes à ouvrir en fonction de ce que l'on cherche et dans le secteur où on est. Merci pour votre retour. Alors, on a une autre question pour Alexandre cette fois-ci. Aurais-tu des conseils à donner pour parvenir à associer les salariés à un processus de créativité dans le but de renouveler l'offre d'une PME? Bonne question. Déjà, mon premier conseil, c'est d'associer les salariés un maximum dans un process de renouvellement, justement de pouvoir, c'est pas forcément un réflexe, mais de pouvoir associer des salariés au sens le plus large. J'ai souvenir justement d'un travail d'atelier d'idéation, parce que souvent ça fonctionne sous forme d'ateliers très agiles ou d'ateliers créatifs qui peuvent durer une demi-journée pour pouvoir mobiliser un maximum d'idées, un maximum de ressources, souvent autour de brainstorming notamment, hein, c'est des termes qu'on entend assez régulièrement. Donc la première chose, c'est de limiter les a priori et de pouvoir justement intégrer, connecter un maximum de salariés différents, de collaborateurs différents sur ces réflexions-là. J'ai souvenir d'un atelier qu'on a fait comme ça il y a quelques mois chez un de nos clients qui est une PME nationale, assez traditionnelle. On est vraiment dans une PME très traditionnelle. Et au moment où on allait commencer l'atelier d'idéation, le chef d'entreprise a naturellement en fait demandé à tous les services qui n'étaient pas dans le service com ou marketing de quitter la réunion. Alors heureusement, on était présents et on a rattrapé les choses en disant pas du tout. Le service logistique, le service comptabilité, tous les services un peu plus pragmatiques. Quand je vous parlais tout à l'heure, il y a la créativité face au pragmatisme. Non, tous ces services-là sont nécessaires parce qu'en fait, lors de ce genre de réunion, ils vont pouvoir injecter parfois des contraintes à la réflexion parce que c'est une contrainte logistique, parce que c'est une contrainte en termes de coût, parce que c'est une contrainte intrinsèque à leur poste et à leur position dans l'entreprise. Et ben, ça va permettre de nourrir la réflexion et au final d'avoir non seulement une solution beaucoup plus riche, mais surtout, et c'est le plus important, beaucoup plus réalisable et adaptée à la réalité de l'entreprise. Donc, vouloir rebondir, vouloir faire un pivot et vouloir transformer l'activité de son entreprise pour pouvoir faire face à la crise, c'est une bonne chose. Le faire en totale cohésion, en totale cohérence avec l'ensemble de sa chaîne de valeur, c'est un gain de temps, c'est un vrai gain de temps in fine, parce que ça va permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus complet et de beaucoup plus concret. Et ensuite, un conseil pour pouvoir réaliser ce genre de choses, c'est de se faire accompagner. Et ça tombe bien parce que cette association, elle est portée par des étudiants en M2 accompagnement entrepreneurial qui sont formés aux techniques d'idéation. Et je suis certain qu'ils ont toutes les compétences et qu'ils seront ravis de pouvoir justement accompagner des PME qui souhaitent faire ce travail-là. Voilà pour ma réponse. Merci pour ta réponse. Alors, on a une autre question. Juste, Alice, je me permets de te couper. Il est 19h31. Si ça ne dérange pas les spectateurs de rester un peu plus longtemps pour voir tout le débat. Il reste 2-3 questions. Donc, elles ont été répondues partiellement en questions écrites. Donc, on va juste les lire pour pouvoir en faire profiter un maximum de téléspectateurs. Et comme ça, voilà, on aura fait le tour des questions. Alors, il y avait une question de Julie. Le plus gros souci des entrepreneurs en cette période, c'est quoi? La peur de voir leur entreprise fermer ou bien ne pas réussir à innover ou se réadapter à la situation? Alors, je pense que cette question était destinée à Madame Affo. Comment est-ce qu'il faut? Je n'ai pas tout entendu. Alors, la question, c'était le plus gros souci des entrepreneurs en cette période, c'est quoi? Est-ce que c'est la peur de voir leur entreprise fermer ou est-ce que c'est plutôt la peur de ne pas réussir à innover ou à se réadapter? Je crois que c'est plutôt de survivre. Survivre avec le maximum de ressources avec lesquelles on était au départ. Donc, je crois que la question est assez simple. La préoccupation première
des entreprises aujourd'hui, c'est la survie. C'est la survie en préservant tout d'abord leurs clients, parce que je rebondis un peu sur la recherche qu'on a effectuée, c'est qu'on a eu deux types de réactions. C'est qu'on a eu ceux qui se sont dit, non, les clients attendront, je vais m'occuper de l'interne, de sécuriser, de rassurer, de remettre des choses en place pour être sûr que mes employés vont rester parce qu'ils font déjà du bon boulot et qu'au moment où ça va repartir, je veux continuer à faire du bon boulot avec eux. Et il y a ceux qui ont plutôt misé sur les clients, les rassurer, leur dire ne vous inquiétez pas, nous allons adapter notre offre, nous pouvons toujours vous accompagner. Et il y a donc bien sûr des profils qui ont un peu mixé les deux. L'objectif est le même pour tous, c'est survivre, c'est répondre aux besoins, préserver la vie, parce que je vous rappelle quand même qu'il y avait une menace sanitaire qui fait que les entreprises et les entrepreneurs ne pouvaient pas trop s'engager, même si, comme l'a dit Magali au début, ils étaient un peu dans l'attente de quand est-ce qu'on va pouvoir retourner travailler, quand est-ce qu'on aura une autorisation. Et beaucoup d'entrepreneurs ont fait revenir une partie de leurs employés, même avant la fin du confinement. Il y avait quand même la menace de se dire, est-ce que je ne mets pas des vies en danger? Est-ce qu'après, je ne vais pas finir au prud'homme? Donc, il y avait ce côté préservation de ressources, préservation de l'entreprise, mais par-dessus tout, ce qui primait, parce que c'est toujours l'humain qui fait fonctionner une entreprise, c'était de préserver les humains. Et donc, la plupart des entreprises, dès qu'ils ont pu, ont acheté des masques, du gel. Il y a certains qui avaient même acheté des thermomètres, mais après, ils ne les ont pas utilisés. En fonction du degré de l'innovation, ils ont mis en place des plexiglas, des pédiluves, enfin, plein de choses qui ont permis à leurs travailleurs de se sentir safe, de revenir travailler. Et de notre côté, ils ont réadapté l'offre. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour survivre à une crise comme ça, ce qui compte, ce qui est très important, c'est déjà le type de gestion de votre entreprise que vous aviez avant la crise. C'est ça qui vous donnera le degré de latitude et de flexibilité nécessaire pour rapidement vous adapter au changement de l'environnement. Et c'est un peu ça l'innovation aujourd'hui, c'est savoir rapidement adapter ce qu'on fait, ce qu'on propose aux évolutions de l'environnement dans lequel on est installé. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais la préoccupation première, c'était la survie, c'était la préservation. Et il y avait le PGE pour ceux qui le voulaient. Tout le monde ne l'a pas utilisé. La plupart en ont pris parce qu'ils savaient qu'après, il fallait le rembourser. Et ce qui est aussi très intéressant, enfin, on saura après, plus tard, c'est que certains entrepreneurs se sont sentis plus proches de leurs salariés parce qu'ils ont partagé ensemble cette période qui était complètement inédite pour tout le monde. Voilà. D'accord, merci pour votre retour. On va peut-être faire une dernière question. Donc, on a une question de Benjamin Faure. Alors, j'ai perdu la question. Placez-vous la limite entre la résilience et l'obstination? Je suis très durement touchée par la crise avec notre complexe de loisirs sportifs Sport Break. Je suis persuadée qu'il est possible de relever la pente, même si cela prend du temps, alors que certains proches prennent ça pour de l'obstination par ego. Comment fixer la limite? C'est une question assez complexe. Alors, ça va être très pragmatique, si vous me le permettez, c'est les indicateurs. Il faut voir les indicateurs. Il faut voir les indicateurs. Après, il y a de très anciens, les entrepreneurs qui sont là, qui ont connu plusieurs crises et qui sont là depuis 30 ans, ils me disent aussi, parfois c'est la chance, parfois, bon, certains n'y croient pas, d'autres y croient. C'est la chance, c'est justement ce qu'elle appelle de l'obstination. C'est parce qu'elle croit en son projet. Et pour qu'elle soit rassurée, je ne sais pas si c'est elle ou il, je passe sur la personne, ok? D'accord, il faut qu'il discute avec d'autres entrepreneurs. Et ça, c'est très important. Comme l'a dit Magali tout à l'heure, il ne faut pas rester seul, même si beaucoup d'entrepreneurs se sont dit, oui, celui-là n'est pas dans mon domaine, donc je ne sais pas s'il peut m'apporter quelque chose. C'est une grosse erreur. Il faut s'intégrer dans des réseaux d'entrepreneurs, il faut échanger, même si ce sont de petits groupes informels, d'accord, mise en relation de l'un avec les autres. Il y en a tellement sur LinkedIn maintenant, pour s'informer, pour discuter, pour échanger, pour voir la viabilité et la faisabilité et savoir mesurer jusqu'à quel point on prend un risque et si c'est vraiment un risque inconsidéré ou si c'est vraiment une intuition qu'il faut pousser jusqu'au bout. Pour vous donner un bref exemple de l'un des entrepreneurs que j'ai interrogé, il disait qu'il y a une époque, il croyait fortement à un produit, mais quand il en a parlé au COMEX, on lui a dit « Non, mais tu es fou. En France, les gens ne veulent pas ça. Ils veulent quelque chose de pratique, le beau,
etc. C'est secondaire, ils veulent vraiment quelque chose de pratique. Et il a dit, écoutez, j'investis sur mes fonds propres pour cette innovation. Si jamais ça marche, c'est bon pour nous. Mais si ça ne marche pas, c'est moi qui aurais perdu de l'argent. Et il s'est lancé. Et au bout de 6 mois, ils ont vendu le double de ce qu'ils pensaient de ses estimations. Donc, il faut en discuter avec d'autres personnes. Parfois, il faut voir s'il faut lâcher l'idée ou s'il faut s'accrocher, mais il faut en discuter avec d'autres personnes, voir les indicateurs financiers, étudier le marché. Voilà. Je me permets pour Benjamin, connaissant un peu Sport Break, c'est quoi la situation avant, comme vous disiez? C'est quoi la situation avant le Covid? Est-ce que vous étiez dans la plaque? Est-ce que vous étiez avec des indicateurs bons? Est-ce que vous aviez des évangélistes, des prescripteurs, des ambassadeurs? Est-ce que le business se faisait facilement? On a 200 milliards dans les caisses des Français après le Covid. Ça veut dire qu'on va avoir une libération avec un grand L là, dans les mois qui viennent. On va avoir de l'argent facile qui va couler à flot. Est-ce que vous pouvez en bénéficier? Et est-ce que ça vous intéresse toujours? Merci pour votre réponse. On a essayé de faire le tour de toutes les questions. Si jamais vous avez plus de questions, n'hésitez pas à du coup revenir vers l'association. On sera ravis de pouvoir vous répondre. Charlotte, je te laisse reprendre la main pour clôturer ce webinaire. On a un petit peu dépassé sur le temps. Merci Ali, je te remercie. Merci surtout à vous tous d'être restés avec nous jusqu'au bout, même si on a un petit peu dépassé effectivement. Je précise aussi que pour les réponses pour lesquelles nous n'avons pas donné de réponse orale, Pierre Alzingre vous a répondu par écrit, donc vous avez déjà peut-être un début de réponse. Et comme vous l'a dit Alice, bien sûr, on se tient à votre disposition par mail si vous avez besoin de nous contacter tout simplement. Donc, merci encore une fois aux intervenants, merci d'avoir répondu présent et surtout d'avoir fait des interventions si pertinentes qui, je pense, ont plu à tout le monde. Merci encore une fois à tous les membres de l'association et surtout aux personnes qui ont assisté à ce webinaire. On reste en contact avec vous sur nos réseaux sociaux. Vous serez avertis des prochains événements et encore une fois, si besoin, nous sommes là pour vous aider, entrepreneurs.